Salut à tous les amateurs de code. Aujourd'hui dans cette vidéo turbo, nous allons explorer l'univers complet des bases de Python en moins de 7 minutes chrono. Que vous soyez pressé et impatient ou simplement prêt à absorber l'essentiel en un temps record, cette vidéo est faite pour vous. Surtout n'oublie pas de t'abonner et mettre un like. Créons tout d'abord notre premier programme avec Python. Pour ça, on va vouloir afficher un message dans la console, c'est-à-dire qu'on va faire... On voit ici que l'instruction print va nous permettre d'afficher un message sur la console. Et bravo, vous avez créé votre premier programme. Python va nous permettre de stocker différentes valeurs dans différentes variables. Une variable, ça va être quelque chose dans laquelle on va assigner une valeur de manière temporaire au cours du programme pour l'utiliser. Donc on va pouvoir assigner des entiers, comme ici h25. On va pouvoir assigner aussi des flottants. On va pouvoir affecter des chaînes de caractères. Et on va aussi pouvoir affecter des booléens. Et là, si on veut réutiliser notre premier programme, on va pouvoir faire print. Du coup, ça nous donne le prix, qui est un flottant. Concernant les opérations de base, admettons une variable A à laquelle on va affecter un entier égal à 10, une variable B à laquelle on va affecter un entier égal à 5. On va pouvoir faire une opération d'addition et dire du coup que la somme c'est A plus B. On va pouvoir faire une soustraction et du coup on va dire que la différence c'est A moins B. On va faire une multiplication, on va dire que le produit est égal à A étoile B avec l'étoile correspondant au fois et la division A slash B. Du coup c'est A sur B. Et là si on veut utiliser notre premier programme, on peut afficher par exemple le produit qui nous donne 50, 5 x 10. Parlons un petit peu des conditions. Une des bases sur Python, ce sont les conditions. Le nom est très explicite. Une condition, ça veut dire qu'on va vérifier une instruction. Elle peut être vraie, fausse. Si elle est vraie, on va exécuter une instruction. Si elle est fausse, on va en exécuter une autre. Prenons l'exemple où on a un âge égal à 17. Pour un âge égal à 17, on a deux conditions. On a soit l'âge est supérieur ou égal à 18, et du coup on est majeur, sinon on est mineur. Et du coup la syntaxe ça va être if âge supérieur ou égal 18, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, on est majeur, sinon on va utiliser le else. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les âges qui ne sont pas supérieurs ou égaux à 18, ils sont forcément inférieurs à 17. Et du coup si on exécute, on dit que vous êtes mineur. Admettons qu'on change ici, 25 ans, vous êtes bien majeur. Et si on fait 18, vous êtes majeur. En enlevant cet égal, on n'aurait que 18 et quelqu'un de mineur. Or, c'est pas le cas pour nous dans cet exemple. Du coup, les structures de contrôle conditionnel vont permettre d'exécuter des blocs de code en fonction des conditions spécifiques. Passons aux boucles. Admettons une liste de fruits qui contient 3 éléments. Et du coup, j'ai envie d'afficher chaque élément de cette liste. On va vers for fruit in fruit, et à chaque fois, tu vas afficher j'aime les et le fruit associé. Du coup, ça me donne j'aime les pommes, j'aime les bananes et j'aime les oranges. Pour faire plus simple, on peut faire ça et afficher tous les éléments de ma liste. Du coup, les boucles permettent d'exécuter un bloc de code plusieurs fois, que ce soit pour itérer sur une séquence ou pour exécuter une tâche répétitive. C'est pour ça que c'est une base des bases. Il faut savoir qu'on peut faire des opérations sur cette liste. C'est-à-dire que par exemple, si on a envie d'ajouter un élément, on peut utiliser la fonction append et dire qu'on veut ajouter la fraise, qui nous donne fraise. Sachant que chaque élément ajouté grâce à la fonction append vient se placer en dernier de cette liste. On peut tout aussi avoir accès à chaque élément de la liste. Et du coup, si on veut afficher le premier fruit, ça va être possible de faire fruit index 0, c'est-à-dire que c'est le premier fruit dont j'ai besoin, ce qui me donne pomme. Ça sera aussi possible de supprimer un fruit avec la fonction remove, et du coup, on va enlever la banane de cette liste. On obtient pomme, orange, fraise. Les listes sont des structures de données flexibles permettant de stocker des collections ordonnées d'éléments. Et grâce à ces petites fonctions de base, on va pouvoir utiliser les listes. On va aussi avoir les tuples, et dans ce cas-là, dans ce tuple, on va rajouter 3 et 5. On va dire que x reçoit 3 et y reçoit 5. La différence avec les listes, c'est que ces valeurs ne pourront pas être changées. Comme on l'a vu précédemment sur la liste, on a pu supprimer, ajouter, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle les dictionnaires, et ça nous permet de stocker des données associées par des paires clés-valeurs. Et dans ce cas-là, on va voir à chaque clé une valeur définie. Pour cet exemple, on va voir John qui correspond au nom, et 25 qui correspond à l'âge, et New York qui correspond à la ville. Admettons que je veuille avoir accès au nom de la personne, je vais faire nom reçoit personne nom, et pour l'âge, je vais faire la même chose. Si je veux afficher les deux, je vais avoir John 25. Concernant les fonctions, admettons que j'ai besoin d'un outil qui puisse me permettre de faire la somme de deux valeurs A, B. Je vais créer une fonction en utilisant le mot-clé def, je vais lui donner comme nom addition, et je vais lui donner ce qu'on appelle des paramètres A et B. Et la fonction, son résultat, ça va être A plus B. Et du coup, si j'utilise cette fonction avec
le A qui correspond à 5 et le B qui correspond à 3, ça me donne 8, qui est la somme de 5 plus 3. Et du coup, ce qui est pratique avec les fonctions, c'est que ce sont des blocs de code réutilisables qui vont effectuer une tâche spécifique. Une des grosses particularités de Python, c'est la disponibilité de grandes bibliothèques qui vont nous faciliter les tâches sur des traitements. Par exemple, on va importer la bibliothèque math et on va utiliser le mot-clé import pour dire que j'ai besoin de cette bibliothèque, et après je vais l'utiliser pour récupérer la fonction sqrt qui va nous donner la racine carrée. Et du coup, la racine carrée de 25, c'est effectivement 5. C'est aussi possible de faire de la programmation orientée objet sur Python, et du coup on peut définir par exemple une classe animale qui va contenir nom et espèce, et à chaque fois on va utiliser un initiateur qui va nous permettre de déclarer un nouvel objet. Et du coup, ici, on va créer une instance de la classe animale et on va dire que le nom c'est Whiskers et l'espèce, ça va être un chat. Et du coup, si je fais print chat.nom, chat.espèce, je vais avoir Whiskers et chat. Les classes et les objets vont permettre de structurer le code en regroupant des données et des fonctionnalités connexes. Une base qui est souvent négligée aussi, c'est le traitement d'exception sur Python. Admettons au résultat qui contienne 10 sur 0, sachant qu'il est interdit de diviser par 0, vu que ça nous donne l'infini, on va avoir une erreur qui s'appelle Zero Division Error. Pour éviter ce genre d'erreur, on va utiliser le traitement d'exception en mettant ce résultat dans un bloc try except ou bien try catch. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir une erreur, on va avoir un message qui nous dit « Ah, faut faire attention, on divise par 0 ». Il existe un moyen assez efficace de créer des listes sur Python, ça s'appelle la compréhension de liste. Et du coup, pour ce cas-là, admettons que j'ai besoin de mettre au carré toutes les valeurs qui sont comprises entre 1 et 6 dans une liste. Du coup, j'utilise cette syntaxe en disant que je veux chaque x au carré pour tous les x qui sont dans un intervalle de 1 à 6. Si j'affiche, ça me donne 1, 4, 9, 16, 25. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et si ça t'a plu, abonne-toi.